t'es capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison, c'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison, c'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Je l'ai dit, la première rencontre c'était en 2022 lorsqu'il venait nous présenter les coulisses du Bahut. Aujourd'hui, il revient avec une pièce de théâtre. On est passé du roman au théâtre et le titre de la pièce c'est Ce fameux Ndongo. Ce fameux Ndongo, eh bien, Sultan Ulsigne, depuis son jeune âge, est passionné par l'écriture. C'est un originaire de Mbankomo dans le département de la Mefou et Akono, région du centre Cameroun. Il a à cœur de mettre à nu les réalités de son temps. Aujourd'hui titulaire d'une licence en lettres modernes françaises, il suit une formation professionnelle en journalisme afin d'affiner ses compétences en matière de communication. C'est un romancier, un poète et désormais dramaturge. Sultan Ulsigne, de son vrai nom, Joël Ulrich Chénigue Angono, a déjà marqué la sphère littéraire camerounaise avec son premier roman, Les coulisses du Bahut. Cette deuxième publication témoigne de son évolution artistique et de son désir ardent de raconter le monde de différentes façons. Il est avec nous, Sultan Ulsigne. Bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault, bon après-midi à vos auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être invité. Ça fait quand même plusieurs années, 2022, 2025. On va dire que beaucoup d'eau a coulé. Ouais. On est passé maintenant à une fois. Vous êtes en ce moment en formation pour affûter vos armes dans le domaine de la communication, précisément le journalisme. J'espère que ça se passe bien. Bon, jusqu'ici ça se passe bien. Bon, j'ai composé mon brevet de technicien supérieur. J'attends les résultats. On souhaite que ce soit une très bonne nouvelle qui nous attende à la fin. Donc forcément vous serez un titulaire de BTS. D'abord le roman et à présent la pièce de théâtre. Pourquoi ce changement de cap? Est-ce que le genre vous a paru plus adéquat afin de transmettre le message que vous souhaitiez apporter au lecteur? Oui, le genre m'a semblé adéquat parce que le roman c'est plus quelque chose de personnel. On partage le roman avec soi-même dans sa chambre, je sais pas, dans un taxi, bref, dans tous les endroits où on peut communier avec soi-même à travers une lecture. Généralement, on dit que c'est la confidence d'un romancier. Exactement. Alors que la pièce de théâtre, c'est en public. Il faut qu'elle soit jouée. Absolument. Il faut que les gens ressentent les émotions du dramaturge, ressentent qu'est-ce qu'il voulait passer comme message et vivent pleinement la pièce à travers le jeu des comédiens. Il faut dire que déjà la pièce de théâtre a été bien écrite. Il y a les didascalies, l'ensemble des éléments nécessaires pour qu'elle soit jouée. Alors ce fameux Ndongo, pourquoi ce titre? Moi je vais quand même vous poser d'autres questions sur certains noms utilisés. Pourquoi ce fameux Ndongo? Pourquoi Ndongo? Pourquoi une fixation d'abord sur un Ndongo? Ndongo, c'est un nom comme les autres au Cameroun. Donc c'est un nom que j'ai trouvé assez comique. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas raconter une histoire autour d'un certain Ndongo. Ouais, parce que la vérité, c'est que dans cette pièce de théâtre, vous jouez beaucoup avec les sons. Et quand je pose la question avec insistance, si on prononce ce fameux Ndongo doucement, oui, ça pourrait ressembler à un nom d'une autorité de la République. Est-ce qu'il y avait eu... Pourquoi ce jeu de son? D'abord avec ce fameux Ndongo. Ce fameux Ndongo. Non, c'est un fameux. J'ai utilisé le qualificatif. Oui. Fameux. Voilà. Donc on vit aussi des sons.
Ah, ça c'est votre rôle dans votre statut en tant que lecteur. Voilà, c'est la sensibilité du lecteur. Du lecteur, oui. Mais sinon, moi, j'ai écrit ce fameux Ndongo. Oui. Alors, s'il fallait nous raconter en raccourci l'histoire qui est véhiculée, vraiment un raccourci pour laisser l'opportunité à ceux qui vont lire de découvrir en profondeur. Alors, ce fameux Ndongo, c'est surtout l'histoire de notre temps, de notre ère. Je parle surtout dans cet ouvrage d'une époque au sein de laquelle notre société actuelle vit dans une situation catastrophique politiquement parlant. Et d'un point de vue de la société, je parle du statut des jeunes, comment les jeunes réagissent vis-à-vis de cela. J'évoque toutes sortes de distractions, toutes sortes de dépravations des mœurs qui mènent les jeunes à autre chose plus que ce qui est important pour eux. Au point où on se dit que la politique n'est pas une affaire de jeunes, et puis tellement ça désintéresse certains, voilà, on se retrouve à ne pas prêter une attention particulière et on se fait berner. Oui, c'est dans le Cameroun, je vais dire, c'est dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Oui, le Cameroun. Oui, rien à voir avec le Cameroun. Rien à voir. Quand j'ai dit, vous jouez beaucoup avec les sons. Et c'est assez intelligent de jouer ainsi. Est-ce qu'il y avait une volonté de cacher ou alors d'apporter un côté artistique finalement à l'écriture, à la dénomination déjà des espaces? Alors, je vous l'accorde déjà parce que vous êtes un lecteur assez aguerri. Donc, c'est une très bonne chose que vous l'ayez compris parce que les deux options que vous avez évoquées, c'était prémédité. D'une part, il fallait ajouter un côté artistique, mais également faire référence au lieu pour que le lecteur se reconnaisse directement, qu'on sente qu'en fait, ce type parle de telle chose et d'une certaine manière me protéger en tant qu'auteur pour que, d'un point de vue juridique, personne ne puisse m'attaquer en me disant voilà, tu as écrit telle chose sur telle... Non, nous sommes dans une fiction et je parle du Cameroun. Cameroun. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'intérieur... c'est un K, trait d'union et Meloun. Oui. Voilà. Et curieusement, on l'a souvent vu utilisé sur les plateformes numériques. Par exemple, il désigne un pays particulier. Alors, vous avez choisi comme localité. C'est le nom de la localité qui peut me tuer. Sibekon. Oui, Sibekon. Oui. En langue française, ça veut dire normalement la terre des fantômes. La terre des fantômes. Les gens qui ne parlent pas. Oui. Il y avait bien une volonté quand même de transmettre. Très poussé, très poussé. Jean-Jacques, j'apprécie vraiment ce côté aguerri de votre lecture. Vraiment, c'est quelque chose de très prémédité, c'est-à-dire qu'on s'est assis, on a pensé à tous ces pans-là. Donc on est vraiment dans une société où les gens ne parlent pas. C'est-à-dire que même d'après, par rapport à l'onomastie, quelqu'un peut déjà avoir compris le texte. Oui. C'est-à-dire que rien que là, effectivement, lorsqu'on regarde même les espaces, on va par exemple, moi je vais pas dire ça à la radio, hein, on va par exemple le nom du cabaret. Le nom du cabaret est assez évocateur. C'est un indicateur d'un espace vraiment de la débauche. Et on constate aussi que nos amis du Cameroun vivent beaucoup dans les espaces de consommation d'alcool. C'est un véritable problème. C'est une réalité. C'est une réalité au point où certains, c'est-à-dire qu'il y a même des formules sur lesquelles je m'offusque souvent quand le vendredi quelqu'un dit que ne me conseillez plus. J'entre dans le vin. Et il ressort de là lundi, c'est-à-dire que quand il se lève le lundi matin, il est en mode j'ai tellement picolé le week-end au point où le lundi, je suis incapable d'aller au travail. Pour moi, c'est très grave qu'à une époque comme celle-ci, les gens réfléchissent de cette façon et qu'on se dise qu'on veut développer notre pays, qu'on veut se développer soi-même, qu'on veut s'accomplir. C'est un problème. On ne refuse pas, les gens vont boire. D'ailleurs, nous tous, on s'amuse à se lâcher à ces plaisirs-là. Mais sans exagérer en fait, sans exagération. Sans exagération. Parce qu'en réalité, il faut savoir que, surtout lorsqu'on parle des jeunes, la consommation de l'alcool, quelqu'un le disait lorsqu'il était encore en vie, je crois que c'est le docteur Charles Ateba-Yéné qui disait que on ne peut pas construire un pays avec des soulards. Des soulards, ce n'est pas possible. Et ça pouvait faire rire, mais c'est une vérité terrible. Parce qu'aujourd'hui, on continue à avoir surtout des jeunes qui vont au travail après un week-end très arrosé. Vous voyez, les idées nagent dans l'alcool. Et comment elles vont être fraîches? Comment est-ce qu'ils vont avoir la clairvoyance? Comment est-ce qu'ils ne vont pas se faire duper? C'est assez compliqué. Alors, vous pointez du doigt quand même un autre phénomène, le jeu du hasard. Le jeu du hasard. Je pense qu'il y a plusieurs années, début des années 2000, c'était vraiment
une poignée de personnes, et plus le temps passe, on est parti des paris sportifs qu'on pouvait faire en bordure de route vers les paris sportifs désormais numériques, électroniques, en ligne, avec le téléphone. Donc chacun dans son téléphone a des jeux de paris sportifs. Et la curiosité, c'est que même les femmes, même les filles l'ont. Exactement. Et vous voyez même que le fait qu'on soit arrivé au niveau numérique fait en sorte qu'on n'ait plus honte. Oui. Parce que moi, je vous confie, Jean-Jacques, quand j'étais encore au lycée, on avait des camarades qui s'adonnaient déjà à ce type de jeu. Oui. Mais il y avait la frousse, la honte de je vais me placer devant le kiosque, on va me voir. Oui. Mais vous voyez aujourd'hui que quand son téléphone, son application est là. Il peut même la geler, il peut même la masquer. Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez son téléphone, vous défilez, vous ne savez pas qu'il a ça, alors qu'il a ça. Mais il y en a qui deviennent riches avec les paris sportifs. Ah, je ne dis pas non. Mais pour moi, c'est un problème que les gens pensent qu'ils peuvent s'enrichir avec les paris sportifs. Peut-être, je suis désolé, mais que les gens arrêtent de mettre ça. Certains en font un job. Sincèrement, je connais des personnes qui font comme si, c'est-à-dire que son travail c'est de jouer à 1xBet. Sans publicité. Oui, sans publicité. Parce qu'il y a beaucoup de... Vraiment, sans publicité. Disons même paris sportif. Ils se disent que voilà, c'est ça mon travail. Et s'il te plaît, il est abonné à tous les types. Tous les types, il les connaît tous. Oui. Certains sont même arrivés au niveau où il y a un jeu là qu'ils appellent, où c'est la roulette, ou c'est quoi. Il y a même l'avion. Ça, c'est dans mes collègues d'information liés à l'écriture de cet ouvrage. Je crois que c'est Aviator. Voilà, un truc comme ça. Vous voyez quelqu'un joue l'avion. Il y a même Blinko. En fait, ce sont généralement des publicités. Je connais sur Facebook. Oui, parce que chaque fois que vous êtes peut-être sur une publication, vous êtes en train de regarder une vidéo, on vous envoie ces publicités, on vous l'impose en fait. Exactement. Oui, et finalement, tout le monde est attiré. Jean-Jacques, moi je suis arrivé même jusqu'à entrer dans le jeu pour voir autant ce qui attire les gens. Mais je vous dis qu'à Aviator, on vous dit qu'avec 1 franc, vous pouvez devenir milliardaire. À Aviator, on joue Aviator avec 1 franc. Donc il ne faut pas avoir la foi. Pas beaucoup d'argent, 1 franc. Parce qu'il y en a qui estiment que il faut avoir la foi. On peut passer de 1 franc à 1 milliard de francs CFA. Bon, je refuse pas, mais pour moi, c'était aussi une façon d'interpeller ceux qui nous dirigent, de dire que, mais voilà, quand des jeunes pensent que au-delà de tout, ce qui peut les enrichir, c'est le jeu de hasard, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Oui. Et peut-être au moment où les gens appelaient à condamner les jeux de hasard, paris sportifs, vous savez ce que l'État a fait? L'État allait prélever des impôts là-bas. Voilà. C'est-à-dire que désormais, on exige un certain quota, soit aux parieurs, soit aux maisons. Ça veut un peu comme, ça veut dire que quelque part, on a légitimé. On a légitimé. Les paris sportifs. On a allé, si on prend même un 5%, 1%, 2% à gauche ou à droite, ça veut dire que on ne dit pas aux gens ne jouez pas, mais allez jouer. Ça nous permet de prendre nos impôts à l'intérieur. Exactement. Exactement. Moi, je suis pas contre parce que ce sont des choses qui ont leur contribution dans l'économie. C'est le monde du divertissement également. Mais dans mon livre en particulier, je me dis c'est pas un travail qu'un jeune peut dire voilà, c'est mon job. Quelqu'un au quartier, il regarde tous les matchs, il a la salle de jeu tous les matins. C'est-à-dire que quand il se lève le matin, il a la salle. Il regarde les matchs. Il analyse. Oui, il regarde les chiens qui courent. Il connaît qui est plus rapide que qui. Mais c'est ça, c'est dangereux. C'est dangereux, Jean-Jacques. On finit par devenir un expert en la matière. C'est-à-dire qu'on est consulté, il vous donnera des stratégies. Jean-Jacques, ça fait tellement mal parce qu'il y a quelques jours encore, j'ai vécu le même scénario avec des petits dans mon quartier. Moi, je vis à 2 chevaux, à Ekounou précisément. Oui. C'est l'un des secteurs réputés criminogènes dans la ville de Yaoundé. C'est vrai. Et je vous dis qu'il y a des petits frères que quand j'ai grandi dans ce quartier, j'ai des petits frères ils m'appelaient même tonton à la limite. Mais l'autre jour, parce que je suis rentré tard dans mes travaux et tout, mais tu vois, les petits t'attendent. Avant de constater que non, c'est toi, ils t'attendent. Et là, qu'est-ce qu'ils vous font? Pour vous saluer ou bien pour saluer? Non, mais pour vous agresser. Ah, d'accord. Pour vous agresser. Et plus loin, qu'est-ce qui les permet? Ils veillent où? À la salle de jeu. Oui. C'est-à-dire que la salle de jeu ferme très tard. C'est-à-dire que minuit, 2 heures, ils sont toujours là. On guette les passants. On guette les passants. Si on voit que c'est quelqu'un qui est nouveau dans le quartier, exactement, on s'attaque à lui. On s'attaque à lui. Oui. Ou si on voit que c'est une mère qui a gardé un peu d'argent, on s'attaque à elle parce que ils sont sans scrupules. Et vous voyez au point où dès qu'ils prennent là, il va miser donc. C'est ce qu'ils font. Ça c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il a d'abord volé pour miser.
et ils misent de l'argent volé pour espérer gagner des milliards. Comment est-ce qu'on fait ça? Ouais. Et il y a aussi la question de politique que vous abordez dans votre livre avec beaucoup d'humour. Oui. Vraiment beaucoup d'humour, parce qu'il faut dire que c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Il y avait beaucoup d'humour et détachement. Vous, à l'intérieur, vous pouvez parler d'abord le président du Cameroun. Parce qu'il faut bien que je précise que nous ne parlons pas du Cameroun, mais du Cameroun. Oui. Alors, le président du Cameroun, c'est Pombia. Voilà. Donc, vraiment, ne faites aucun rapprochement avec un quelconque nom qui pourrait s'apparenter à celui-là. Et lui aussi, il a son opposant qui est l'autre l'appelle Tampico. C'est pas le cas. C'est un opposant aussi. À l'intérieur, vous parlez de la question de tribalisme. Oui. Alors, vous abordez toutes ces questions qui sont très sérieuses, avec un zeste d'humour. Comment est-ce qu'on arrive à dépassionner le débat, déjà, et pour trouver les mots justes pour en parler? Alors, pour dépassionner le débat, il faut se détacher soi-même. Parce que Jean-Jacques Foucault, il y a 2 ans, quand j'étais ici, je crois 3 ans aujourd'hui. Oui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, voilà. Je vous racontais un peu mes expériences de lycéen. J'étais quelqu'un qui rêvait de faire de la politique dans sa vie. Oui. Je rêve toujours, mais... À cette époque, j'étais tellement passionné, j'écoutais RFI tous les matins, tous les soirs, je regardais tous les débats politiques, oui. J'étais passionné, je me disais, je suis celui qui va changer les choses, je vais batailler, je vais. Mais vous voyez en fait, vous n'aviez pas encore compris les réalités du terrain. En réalité. Donc, quand j'entre en Guayaquil, je fais mes 4 ans, 5 ans jusqu'à master. Vous voyez, la vie vous cogne à l'université, vous respectez que, en fait, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Oui. Vous arrivez à un niveau où cette passion-là, vous vous détachez de ça. Oui. Ça fait que vous commencez à en rire. Oui. Vous commencez à en rire et ça fait que vous vous dites, quand celui-ci fait comme ça, vraiment mieux vaut rire. Et du coup, on arrive à cette pièce de théâtre parce que tellement j'étais passionné, je n'imaginais même pas écrire de la politique, mais de manière aussi comique. Oui. Ouais, et j'ai vraiment pris ce temps-là de me détacher du fait politique de manière assez... pour dire que c'est elle qui fait mal, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela. Et de se dire que voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Mais il peut y avoir des pistes de compréhension du sujet. Et c'est ça qu'on essaye de suggérer à travers cette pièce de théâtre. Oui, et des belles suggestions en tout cas. Il faut dire qu'à l'intérieur, vous invitez par exemple les jeunes du Cameroun à aller s'inscrire sur les listes électorales, à faire bouger les choses, à vous faire bouger les lignes, ne pas se faire duper. Parce qu'à l'intérieur, effectivement, il y en a qui se font duper. Oui. Bon, ils vont découvrir, bon, les auditeurs, potentiels lecteurs vont découvrir. Mais en fait, on fait savoir à ces derniers, parce que là il ne s'agit pas de discuter la direction du pays, mais cette fois-là d'une localité, la terre des fantômes. Et là on leur fait savoir que il y a un leader providentiel qui viendra. Alors d'abord la question des débats du dimanche, vous jetez quand même un coup d'œil. Il y a beaucoup d'intellectuels qui se retrouvent tous les dimanches pour au départ, on pensait que c'était pour aider à comprendre l'actualité. Exactement. Mais aujourd'hui, on a bien l'impression que c'est pour défendre les intérêts. Je ne vais pas dire du ventre, mais je vais dire les intérêts. Chacun défend ses intérêts. Alors, finalement, les débats du dimanche, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il en rire? Faut-il supprimer ces espaces? Bon, ça, ce n'est pas déjà envisageable, mais quel est le regard qu'on devrait porter, peut-être en tant que téléspectateur, lorsqu'on regarde le dimanche, ces débats-là? Jean-Jacques, c'est un peu la partie que... ma formation en journalisme m'a apporté. C'est-à-dire que quand vous étudiez des théories liées aux médias, notamment la théorie de Lazavel, qui évoque que l'information dans les médias est contrôlée par les leaders d'opinion, qui la manipulent et qui en font ce qu'ils veulent. Ça fait qu'on arrive à se détacher et on se dit à chaque fois, mais quand les gens s'y font ça, en fait c'est un jeu. C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt où des gens veulent acquérir des personnes à leur cause. Tout à fait. Qui est censé être, parce que plus loin même encore, les gens croient que ce sont des émissions, des débats, mais en réalité ce sont des émissions de commentaires d'actualité. Maintenant, le commentaire d'actualité devient des choses où des gens se mettent, au lieu d'expliquer l'actualité aux Camerounais qui les regardent. On a des plateformes où chacun vient défendre son parti. C'est beaucoup plus des commentaires d'actualité partisans. Extrêmement. Si le président du Cameroun a fait quelque chose,
on vient dire absolument que ce qu'il a fait, c'est bien. C'est bien, L'opposant ne va jamais reconnaître que ce qui a été fait est aussi acceptable. Tout le monde dit, là-bas, ce sont les mauvais, ici, ce sont les bons. Les choses ne sont pas aussi tranchées que cela. Exactement. On a un problème d'équilibre. C'est-à-dire que même dans notre opposition, parce que moi j'ai toujours dit cela et je le répète à qui veut l'entendre, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Parce que l'opposition n'est pas drastique. L'opposition n'est pas celle-là qui critique tout. C'est pas comme si ce système n'a pas aussi apporté des choses. C'est pas comme s'ils n'ont pas fait des choses. Mais il faut attaquer des points spécifiques pour dire qu'ici il y a un réel manquement. Oui. Mais parce qu'il y a eu un début, mais on aurait pu faire mieux en ceci ou en cela. Exactement, oui. Voilà. Et noter les limites en quelque sorte. Exactement. Et de proposer donc maintenant sur la base d'une campagne, voilà, nous on va venir améliorer ce pan. Sauf qu'on n'a pas affaire à ce type d'opposant. Ici chez nous, il est question que tout le monde dise que non, c'est tel le sorcier. Il faut le chasser. Parce que si on ne le chasse pas, ça ne peut jamais aller. Rien ne va marcher. Oui. Alors au Cameroun aussi, il y a une spécificité. Il y a maintenant l'opposition de l'opposition. Exactement. C'est-à-dire que vous êtes dans l'opposition, oui, mais vous êtes opposé aux opposants. Exactement, Jean-Jacques. Vous voyez donc que ce sont des choses qui font que l'univers, la sphère politique camerounaise ne peut pas évoluer. Au point où vous avez l'impression qu'on a en face de nous des guignols. Vous vous dites, des gens sont là pour, en fait, tant que ça peut me faire avoir mon gagne-pain. Certains se lancent en politique parce qu'il regarde sa vie, il est en train d'aller en retraite, il n'a plus de position, qu'est-ce qu'il va faire? Il imagine donc, il dit que je dois être maire de la localité ici. Oui. Je dois être conseiller municipal là-bas, sans réel apport. Ça c'est vrai. Et ça, c'est ça donc le problème. Les gens s'engagent en politique pas pour servir l'État, mais pour s'amuser à nourrir leur ventre. Je vais poser une question, notamment, il y a un lien direct avec d'abord le titre du livre. Oui. Est-ce que vous croyez à un homme providentiel? C'est-à-dire que pour le cas du Cameroun, on annonce aux populations qu'il y a quelqu'un qui viendra porter sur ses épaules l'ensemble des difficultés de la communauté et qu'il va résoudre ces problèmes en un temps très court. Est-ce que vous pensez qu'il existe véritablement, que ce soit en politique, des hommes providentiels investis d'un certain pouvoir peut-être surnaturel, capables d'apporter réponse à tout problème? Non, je ne pense pas. Et c'est l'une des choses que je critique le plus dans cette pièce de théâtre. Parce que si quelqu'un apporte une lecture critique, en employant surtout la mythocritique, qui est la critique des œuvres littéraires par les mythes, ça c'est la réécriture du mythe de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les gens attendent un tout-puissant, un Christ en fait, un sauveur qui va venir de quelque part. Oui, qui va venir sauver les choses. En oubliant que nous-mêmes, nous sommes nos propres sauveurs. Les mêmes qui se plaignent de la ville qui sont sales sont les mêmes qui jettent les ordures de part et d'autre. Disons-nous les vérités. Jusqu'à... Moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis tellement dépassionné. Je vais vous raconter une histoire, Jean-Jacques. À l'époque, je fais terminale, je me balade à la poste, je vois une fille qui jette un papier sur la chaussée et tout. Je viens, j'avais vraiment l'intention de faire honte à cette fille. Je ramasse son papier et il y avait des petits box là sur les poteaux électriques en fer qui sont en ville là. Il y a des petits box là. Exactement. À l'époque donc, c'était déjà percé en bas. C'est-à-dire que moi maintenant croyant que j'étais dans le bac là. On imagine l'embarras. Ça retombe au sol. C'est-à-dire que la fille m'a regardé, elle a piaffé, elle s'est moquée. Elle s'est moquée. Et je vous dis Jean-Jacques, c'est avec du recul que je me suis dit mais tellement à une époque, j'ai quand même été con. J'ai quand même été con de croire que les choses pouvaient se passer. Non, il faut y croire. Oui, j'y crois. En réalité, si on moi, j'y crois, mais ça va être compliqué. J'y crois, Jean-Jacques. Mais je me dis, le changement, il se fait d'étape par étape. Il n'est pas drastique, en fait. C'est ce que les gens ont tendance à ne pas comprendre. Le changement n'est pas drastique. La rupture ne se fait pas tout de suite. C'est pas d'un coup. Alors, il y a un jeune auteur que j'avais reçu récemment ici. Malheureusement, son nom m'échappe à l'instant. Il disait que pour que l'environnement dans lequel nous sommes change, on est obligé de changer pour faire changer l'environnement. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement qui doit nous changer, mais c'est nous les hommes qui changeons l'environnement, puisque c'est nous les maîtres. Nous avons besoin
d'abord d'avoir une certaine trajectoire, ensuite la volonté, il faut penser avant de se lancer. Mais curieusement, maintenant, on estime que tout est mauvais et chacun est dans son coin. On dit de toutes les façons, c'est déjà gâté. Ce n'est pas moi qui vais arranger. En ayant cette attitude, on participe à gangréner davantage la situation. Alors, à l'intérieur du livre aussi, vous avez abordé un pan qui est très intéressant parce que nous avons regardé dans un pays voisin, le Cameroun, cette fois-là, des marches récentes dans le Septentrion où on donnait aux jeunes 500, 2000 pour marcher. Oui. Bon, la cause ne nous intéresse pas, mais c'est davantage le symbole autour. Vous allez que donner 500. Oui. Dans le roman de la pièce de théâtre. Oui, dans la pièce de théâtre, j'allais dire, de ce fameux Ndongo, on voit bien que l'objet qui est considéré comme l'appât, c'est le boire et le manger. Et le manger. Le boire et le manger. C'est comme ça qu'on séduit le peuple. En vendant n'importe quoi, en vendant le rêve. Un grand rêve. Oui. Il faut peut-être passer de la politique du ventre. Exactement. À la politique de réflexion. Aux questions de fond. Oui. On doit quitter cette intention-là de quelqu'un qui vient là, il nous donne à manger et à boire et puis c'est suffisant. Oui. On lui donne ce qu'il veut. Et puis on s'en fout. Et puis, la réalité, c'est qu'ils finissent de vous abrutir avec à manger et à boire. Parce que comment est-ce que, si vous prenez l'image de première de couverture qui intrigue également, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui lit ces documents-là à un peuple qui a des bouteilles de bière et à manger en main. C'est-à-dire que le peuple n'est pas intéressé par ce qu'il dit. Ils ne sont pas intéressés et ils mangent et ils boivent. Oui. Comment est-ce qu'ils vont comprendre en fait ce qu'ils défendent? D'ailleurs, je pense que normalement ça doit être le discours, le fameux discours du professeur agrégé. Ouais. Ça nous ramène aussi au cœur de ces débats de professeurs, à diplômite au Cameroun. Exactement. Est-ce que le diplôme est finalement la certification d'un savoir acquis, comme c'était avant le cas? On peut avoir de bons professeurs et des professeurs qui ont le diplôme nécessaire, mais donc les comportements prêtent à confusion quand même. Après, Jean-Jacques, moi j'ai remarqué quelque chose en vivant dans notre société actuelle, c'est que les gens sont extrêmement complexés parce que piétinés par ces personnes qui étaient autant. Je vous parle des réalités qui se passent et qui se vivent dans les universités. Quand les enseignants d'université entrent dans les salles dans les amphis, ils ne se retiennent pas de dire aux étudiants qu'ils sont des dieux. Ils sont des ceci, ils sont des cela. ça choque beaucoup. Certains donc se mettent pour objectif d'être comme ça demain pour avoir également ce pouvoir-là. Oui. Les gens sont tellement... C'est-à-dire qu'on t'a tellement frustré, mentalement tu es abattu, tu n'as même plus l'impression de représenter quelque chose, que tu dis qu'en fait, pour que demain je sois quelque chose, non. C'est le diplôme là qu'il faut avoir. D'accord, je vais aller prendre le diplôme là. Et c'est ça qui crée donc ce genre d'effet. C'est-à-dire que les gens prennent ces diplômes là. Et d'ailleurs, Jean-Jacques, je te cache pas, j'ai vécu ça avec mes camarades. En LMF, lettres modernes françaises, j'en ai beaucoup qui actuellement sont en train de courir au doctorat. Mais je te mens pas que beaucoup d'entre eux, quand on s'assoit, qu'on a été des mêmes promotionnaires, là où je parle littérature, tu ne peux pas parler. Oui. C'est une réalité. Mais demain, il sera docteur et il va enseigner aux gens. Je ne vais pas trahir un secret pour dire qu'un de ces quatre, une camarade qui sortait de l'école normale, nous a apporté un document pour aider à corriger. Et je vais donner son nom, mais honnêtement, quand je corrigeais, j'avais peur. J'avais peur parce que je me rendais compte qu'on arrive à la fin de la formation, donc il n'y aura rien après. Exactement. Donc il n'y a pas de recyclage. Maintenant, si on peut trouver dans le document de soutenance un certain nombre d'écarts au niveau du langage, on a peur. Mais quelle est l'éducation qu'on va transmettre aux élèves? Mais bon, chacun, comme on dit, chacun fait sa part. Alors, moi j'ai aussi apprécié la coloration de cette pièce de théâtre en termes d'abord de nom. À l'intérieur, on se balade entre Aladji, Kandem, Ilundu. Bon, je ne vais pas aborder la question de Pasto, c'est le pasteur, c'est une autre affaire. Je n'aborderai pas la question là. Il y a aussi un Kemfa, Kemendomo. Pourquoi de temps en temps, j'imagine bien que c'est à dessein, vous exprimez certaines réalités en langue locale. Je crois que c'est les Wondo. Si je l'ai connu, c'est les Wondo. Alors, pourquoi choisir de temps en temps parler en Ewondo? Est-ce véritablement courir vers ce qu'on appelle le livre africain de par ses caractéristiques spécifiques? Parce qu'on a dit avant qu'on a des livres africains
mais qui ne sont en réalité que la continuité ou la continuation des romans français écrits par des Africains. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de livres africains, peut-être il est intéressant de voir effectivement aussi bien les noms, quelques éléments de langage des langues nationales. Peut-être c'est vers ça que vous avez essayé de migrer. Alors Jean-Jacques, je migre vers ça depuis le départ. Oui. C'est-à-dire qu'avec les coulisses du Bayou, vous aviez déjà du camp franglais. Tout à fait. Qui était intégré, c'était voulu, souhaité qu'on ait vraiment cette coloration camerounaise. Oui, particulière. Parce que moi, en particulier, mon apport dans la littérature, c'est devoir naître des courants littéraires spécifiques au Cameroun. Parce que plus loin même, quand on fait littérature, quand on vous parle de courant littéraire en Afrique, on ne vous parle que de négritude. Oui. C'est comme si après la négritude, la littérature n'a plus existé. Vous vous demandez, mais quel est le problème? Et une fois, j'avais demandé à une de mes enseignantes, et peut-être les calices Béa là, justement, elle m'avait dit justement, Béa là n'a pas de courant. J'avais demandé Evelyne Poudjingolé, elle m'a dit, non, c'est pas des... Elle m'avait dit qu'elle fait du réalisme à la camerounaise. Ouais, c'était ça la réponse, du réalisme à la camerounaise. C'est un peu embêtant. Ouais. Vous voyez, tellement absolument se greffer à un autre courant qui existe ailleurs. Oui. Vous voyez, donc, moi je me suis dit, il faut qu'on puisse être capable d'identifier une façon spécifique d'écrire pour le Cameroun. Maintenant, elle peut porter ses fruits comme elle peut ne pas porter ses fruits. Mais il faut bien essayer quelque chose. Il faut bien essayer quelque chose parce que quelque part, j'ai reçu des critiques liées à mon premier roman. Certains ont estimé que le fait d'intégrer le camp franglais ramenait le livre à un registre cartésien, ce genre de débat et tout le reste. Surtout pour un livre qui parle du milieu éducatif et tout même. Moi, je disais toujours, comment est-ce que tu peux mettre dans un roman des dialogues où des personnes d'un certain âge s'expriment et ne peuvent exprimer leur réalité. Combien de jeunes dans des quartiers arrivent à se dire bonjour formellement? Oui. C'est assez difficile de penser qu'on est en face d'un auteur autre qu'un Camerounais. Oui. Parce que quand vous regardez certains éléments du langage, les apapa. Oui. Apapa, on sait très bien que c'est très camerounais. C'est très camerounais. Il y a d'autres... Oui. Même à l'intérieur, on retrouve des appels. Les Bembekili. En réalité, il y a beaucoup de... Même les Meyega. Tout y est. C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre qui est... Bon, peut-être l'auteur va nous dire très engagé. Engagé d'abord par la posture. La posture de l'écriture. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, si il fallait s'arrêter là, pourquoi est-ce que l'auditeur qui nous écoute en ce moment, en Ndongo, comme ce fameux Ndongo, pourquoi est-ce qu'il doit lire ce livre? Il doit lire ce livre premièrement d'abord parce que c'est un livre qui lui ressemble, qui ressemble à sa réalité, qui fait en sorte qu'il comprenne mieux son environnement. Comment est-ce qu'il fonctionne? Pourquoi est-ce que les gens se comportent d'une certaine façon? Et qu'il voit réellement comment lui-même il se comporte. Parce que c'est aussi ça, la littérature. Les gens posent des actes, mais ils ont la facilité de juger quand c'est l'autre. Oui. C'est-à-dire qu'en lisant, il va se voir lui-même en se disant, mais donc moi-même je fais souvent comme ça. Et puis là, peut-être on pourra, vis-à-vis de chacun, parce que chacun va prendre ses décisions dans son comportement, dans sa façon de faire. Oui, et en fonction de ça, je me dis que les choses pourront changer. En tout cas, aux amis de Sibekon, qui est la collectivité qui est désignée ici, aux amis du Cameroun, pas du Cameroun, c'est un livre à lire. Merci Sultan Ulcine d'être passé à la radio et d'avoir parlé avec nous pendant le temps qui était réservé au point littéraire. Alors, nous refermons la pièce de théâtre Ce fameux Ndongo de Sultan Ulcine. L'émission a été réalisée avec la contribution de Salmon et Sana à la mise en onde. Brian Bida a permis la diffusion sur les plateformes numériques. Il était assisté d'Alain Kwekam. La coordination éditoriale d'une affaire d'Ibel Samari. Coordination centrale, Jean Patient Sala, c'est le directeur général de Royal FM. Supervision générale, le reverend pasteur Bissa Emmanuel Noël. Présentation Jean-Jacques Foucault. Dans le cadre du point littéraire, je vous retrouve lundi à 15h avec un nouvel ouvrage.
Jean-Patient Salah, bon après-midi. Bon après-midi Jean-Jacques Foucault et bon après-midi à votre auteur dont j'apprécie le titre de la pièce. Pièce de théâtre. Pièce de théâtre, tout à fait. Ouais, ce fameux Ndongo qui renvoie à quelque chose que nous connaissons. Oui. À quelques calculs d'un ordinateur également qui a eu du succès. Oui. Et puis, comme disait Salomon tout à l'heure, Amenaya. On se reconnaît dedans. Oui, on se reconnaît. Donc félicitations à lui parce que c'est du pur nectar camerounais.